Bonjour. 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 Vous me recevez? Alors, on peut commencer? Bonjour, madame. Oui, madame. Bonjour. Alors, je vais commencer par la correction des deux premiers exercices de la série 3, l'exercice 1 et l'exercice 2. Ensuite, on va continuer avec le cours. Donc, dans l'exercice 1, on vous demande de calculer les différentiels de trois fonctions différentes, f, g et l. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de vérifier qu'elles sont bien différenciables. Là, on ne vous demande pas de le faire, mais normalement, il faut le faire automatiquement. Il faut aussi, à chaque fois, faire attention à la dimension de l'ensemble de départ et la dimension de l'ensemble d'arrivée, parce qu'il m'indique que ce sont des indicateurs de comment va être de l'expression de la différentielle que je vais chercher à calculer, et notamment de la matrice jacobienne associée. Donc, on commence avec la première fonction. C'est une fonction qui a valeur réelle. Elle est à trois variables, x, y, z. Elle débarque dans R. À x, y, z, on associe x au carré plus z au carré plus x fois y. Il s'agit d'une fonction polynomiale à plusieurs variables. Pardon, madame. Qu'est-ce qu'il y a? بعد كده مش partage, madame. C'est bon là? Oui, madame. Oui. Donc, je reprends. Donc, on commence avec le premier exercice. C'est une fonction qui est définie sur R3. Elle est à trois variables. Elle est à valeur dans R, à x, y, z. On associe x au carré plus z au carré plus x, y. Donc, f, c'est une fonction polynomiale à plusieurs variables. À partir de là, je déduis tout de suite que f est de classe C1 sur R3, puisqu'elle est une fonction polynomiale. Puisqu'elle est de classe C1 sur R3, donc elle est automatiquement différenciable sur R3, d'après la proposition qu'on a vue la dernière fois. Une fonction qui est de classe C1 sur Rn est différenciable sur Rn. Donc, quel que soit A appartenant à R3, quel que soit le vecteur A de R3, la différentielle de f au point A existe. C'est une fonction qui sera également une fonction à trois variables et elle sera aussi à valeur dans R exactement comme f. Donc, à un vecteur h de R3, je vais associer la différentielle de f au point A appliquée à h. Comme il s'agit d'une fonction à valeur réelle, donc je peux tout de suite donner la formule qu'on a vue dans la première proposition concernant les fonctions à valeur réelle. Donc, je dis que c'est la dérivée partielle de f par rapport à la première variable au point A fois h1, plus la dérivée partielle de f par rapport à la deuxième variable y au point A fois h2, plus, bien sûr, la dérivée partielle de f par rapport à la troisième variable z au point A fois h3. Sinon aussi, je peux appliquer la définition qu'on a vue d'une matrice jacobienne. Donc, je sais que la différentielle de f au point A appliquée à h, c'est la matrice jacobienne de f au point A fois h. Alors ici, la matrice jacobienne de f au point A, c'est une matrice à combien de lignes et combien de colonnes?
Dans ce cas-là, Une ligne, 3 colonnes. une ligne, 3 colonnes. Donc, dans le cas général, quand vous avez une fonction qui est définie sur RP ou une partie de RP à valeur dans Rn, la matrice jacobienne, je vous rappelle que c'est une matrice à n lignes, p colonnes. Donc, sur la première ligne, qu'est-ce que je fais? Je prends la première fonction coordonnée de f et je la dérive successivement par rapport au p variable. Sur la deuxième ligne d'une matrice jacobienne, je prends la deuxième fonction coordonnée associée à f et je la dérive par rapport à p variable, et ainsi de suite, je refais ça jusqu'à la énième fonction coordonnée associée à f. Donc finalement, je récupère une matrice à n lignes et p colonnes. Là, dans cet exercice-là, dans ce premier exemple, on a une fonction qui a valeur dans R, donc ça va être une matrice à une ligne, n égale à 1. C'est une fonction qui a 3 variables, donc je vais avoir une matrice à une ligne, 3 colonnes. Donc sur cette unique ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dériver partiellement f par rapport à la première variable, par rapport à la deuxième variable y, par rapport à la troisième variable z. Bien sûr, toutes ces dérivées partielles, je les prends au point A. D'accord? Donc, d'après la définition, ça va donner la matrice jacobienne, l'on vient juste de détailler, fois H, le vecteur dont les composantes sont appelées H1, H2, H3. Quand je fais ce produit matriciel, une matrice ligne, pas une matrice colonne, je vais obtenir exactement ce qu'on a annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la somme de dérivée partielle de f par rapport à xi au point A fois hi. Okay? Alors la dernière fois, je ne l'ai pas dit, mais quand il s'agit d'une matrice à une ligne et p colonne, je peux associer à cette matrice-là une matrice, un vecteur tout simplement appelé le vecteur gradient. Le vecteur gradient, c'est tout simplement le vecteur dérivé partiel de f par rapport à x au point A, dérivé partiel de f par rapport à y au point A, dérivé partiel de f par rapport à z au point A. Alors, quand je fais le produit scalaire du vecteur gradient de f au point A avec h, puisque là, je suis en train de parler de deux vecteurs, donc je vais faire le produit scalaire dans RP et dans R3, plus exactement ici, dans cet exercice. Quand je fais le produit scalaire, j'obtiens exactement le résultat annoncé. Maintenant, il ne reste qu'à dériver partiellement f, puisqu'on a l'expression de f de x, y, z, c'est x au carré plus z au carré plus x fois y. Donc, je dérive partiellement par rapport à x, ça va donner 2x plus y. Donc, au point A, ça donne 2 fois A1 plus A2. J'ai appelé A1, A2, A3 les composantes du vecteur A. Je dérive par rapport à Y, ça va donner X. Donc, au point A, ça va faire A1. Je dérive partiellement par rapport à Z, ça va donner 2Z. Donc, 2A3. Et donc, pour conclure, j'ai la différentielle de f au point A, j'ai l'expression de cette différentielle pour tout A appartenant à A1, A2, A3. Alors, on vous demande de calculer plus particulièrement cette différentielle au point 0, 0, 0, point 0 de R3, et au point 1, 0, 1. Donc, je vais tout simplement prendre cette expression dans le cas général et l'appliquer dans ces deux cas particuliers où je remplace A1, A2, A3 respectivement par 0, 0, 0 et 1, 0, 1. Et donc, j'obtiens dans le premier cas la différentielle de f à l'origine qui est la fonction nulle, tout simplement. Et la différentielle de f au point 1, 0, 1, c'est la fonction qui a h, qui au vecteur h va associer 2h1 plus h2 plus 2h3. D'accord? Bon, dans ce premier exemple,
j'ai essayé de rappeler un peu la méthode de travail et ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, pour le deuxième exemple, pour la fonction G, cette fois-ci, c'est une fonction qui est définie sur R. C'est une fonction à une seule variable et elle est à valeur dans R2. Donc, à un réel x qui appartient à R, je fais associer G de x qui vaut sinus x, cosinus x. Donc, ici, la fonction G admet deux fonctions coordonnées, G1 et G2. G1 de x, c'est la fonction qui a x associée sinus x, et G2 de x, c'est la fonction qui a x associée cosinus x. Ces deux fonctions-là, G1 et G2, sont de classe C infinie sur R, mais il suffit de dire qu'elles sont de classe C1 sur R. Donc, puisque les deux fonctions coordonnées associées à G sont de classe C1 sur R, donc G est également de classe C1 sur R, et donc, d'après toujours le résultat qu'on a vu la dernière fois, G est différenciable sur R. Donc, la différentielle de G en n'importe quel point A de R existe. Ça va être également une fonction qui est définie sur R, qui a valeur dans R2. Donc, à H, je vais associer la différentielle de G au point A appliquée à H, qui vaut différentielle de G1 au point A appliquée à H, différentielle de G2 au point A appliquée à H. Or, on a dit que G1 et G2 sont toutes les deux des fonctions définies sur R à valeur dans R. Et on a vu tout au début de la définition de la différentielle que dans le cas particulier où vous avez une fonction qui est définie sur R, qui a valeur dans R, la relation qu'il y a entre la différentielle et la dérivée, c'est tout simplement le fait que la différentielle de G en un point A appliquée à H, c'est H fois la dérivée de la fonction en ce point. Donc, c'est ce que je vais écrire ici, respectivement, pour les deux fonctions G1 et G2. Okay. Je remplace la dérivée de G1 au point A par son expression, à savoir cosinus A, et la dérivée de G2 au point A par son expression, qui est moins sinus A. D'accord. On peut bien sûr aussi travailler avec la matrice jacobienne, et je dis que la différentielle de G au point A appliquée à H, c'est la matrice jacobienne de A au point H. La matrice jacobienne de G au point A fois H. Okay. Alors, la matrice jacobienne de G au point A, ça va être une matrice à combien de lignes et combien de colonnes? Je vous écoute. Donc, si je travaille avec les matrices jacobiennes, la matrice jacobienne de G, ça va être une matrice à combien de lignes et combien de colonnes? Une ligne et deux colonnes. Je m'excuse, deux lignes et une colonne. Exactement. Ça va être une matrice à deux lignes, une colonne. Donc, les deux lignes, sur ces deux lignes, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais tout simplement prendre la première fonction coordonnée qui est sinus x et dériver par rapport à une seule variable. Il y a une seule variable. Donc, je dérive sinus x par rapport à x, ça va donner cosinus. Donc, cosinus A au point A. Et je dérive cosinus x, la deuxième fonction coordonnée par rapport à x, et ça va donner moins sinus x. Donc, je vais faire la matrice jacobienne fois h. Donc, je vais avoir la matrice colonne cosinus A moins sinus A fois h. Donc, ça va donner h cosinus A et moins h sinus A. D'accord? N'oubliez pas que h, c'est un réel. OK? Bon, alors, on vous demande plus particulièrement de calculer cette différentielle au point pi sur 6. Donc, je vais juste remplacer A par pi sur 6. OK? Alors, pour le troisième exemple maintenant, donc vous avez une fonction cette fois-ci qui est à 3 variables. Donc, elle est définie sur R3, elle est à valeur dans R2. À x, y, z, je vais associer le couple x carré plus sinus y, z et x fois z.
Alors, la fonction L1, elle est de classe C1 sur R3, puisque c'est la somme de deux fonctions qui sont de classe C1 sur R3. D'accord? Elle est même de classe C infinie. La fonction L2, également, c'est la fonction qui a x, y, z associe x fois z. C'est une fonction polynomiale. Elle est de classe C infinie, plus particulièrement de classe C1 sur R3. Donc, comme les deux fonctions coordonnées de L sont de classe C1 sur R3, L est également différenciable sur R3. Alors, là, j'ai une fonction qui est à valeur dans R2 et qui est à 3 variables. Donc, la matrice jacobienne de L, ça va être une matrice à 2 lignes, 3 colonnes. Vous êtes d'accord? La matrice jacobienne de L, ça va être une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Donc, sur la première ligne, je vais prendre la première fonction coordonnée, à savoir x au carré plus sinus y z. Donc, sur la première ligne, je vais dériver cette première fonction coordonnée, qui est x au carré plus sinus y z. Je vais dériver par rapport à la première variable, donc par rapport à x, par rapport à y, ensuite par rapport à z. D'accord? Donc, je dérive par rapport à x, je vais obtenir 2x. Donc, au point A, ça va donner 2A1. Je dérive par rapport à y, ça va donner z fois cosinus y z. Donc, au point A, ça fait A3 cosinus A2 A3. Je dérive par rapport à z, ça va donner x fois cosinus, pardon, je dérive par rapport à z, ça va donner y fois cosinus yz. Donc, au point A, ça va donner A2 cosinus A2 A3. Donc là, c'est en ce qui concerne la première ligne de la matrice jacobienne de L au point A. Donc, pour la deuxième ligne maintenant, je vais prendre la même chose et je vais prendre la deuxième fonction coordonnée L2, c'est-à-dire x fois z. Je dérive par rapport à x, ça va donner z, donc au point A, ça fait A3. Je dérive par rapport à y, ça va donner 0. Je dérive par rapport à z, ça va donner x, donc au point A, ça fait A1. Et voilà, donc j'ai la matrice jacobienne en n'importe quel point A. Je vais multiplier par le vecteur h, faire ce produit matriciel pour aboutir à l'expression de la différentielle de L au point A, c'est à H. Donc, je fais le produit matriciel, je répète encore, et je récupère l'expression de la différentielle de L au point A appliquée à H pour A quelconque. Alors, on me demande plus particulièrement de calculer cette différentielle au point 1, 0, 1. Donc, au point 1, 0, 1, je vais juste remplacer A1 par 1, A2 par 0 et A3 par 1 et j'obtiens donc la fonction suivante. C'est tout simplement la fonction qui a un vecteur H de coordonnées H1, H2, H3 fait associer 2H1 plus H2 et H1 plus H3. Et donc, dans ce premier exemple, il était juste question de se familiariser avec la notion de la matrice jacobienne. Alors, on passe à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on va considérer sur RP deux fonctions.
la fonction f qui est tout simplement la norme au carré, la norme euclidienne au carré, et la fonction g qui est la norme tout court, la norme euclidienne tout court. Le but de l'exercice, c'est de calculer la différentielle de f et la différentielle de g. Donc, le but de l'exercice, c'est de voir est-ce que ces fonctions-là sont différenciables ou pas, et de dire, dans le cas où elles sont différenciables, quel est leur différentiel. Bien sûr, le problème de différenciabilité, on va se le poser sur RP tout entier. Donc, pour le problème de continuité, c'est quelque chose qui a été déjà fait au premier chapitre. On sait que la norme euclidienne est continue. Toutes les normes sont continues d'ailleurs. On a vu tout ça. Donc, toutes les normes sont continues. La norme, elle est continue. La norme au carré, elle est continue. Donc, le problème ici que l'on se pose, c'est le problème de la différenciabilité. Bon. Alors, f, c'est la norme au carré. Donc, à un vecteur x de RP, je vais faire associer x1 au carré plus x2 au carré plus xp au carré. Donc, la somme des carrés de toutes les composantes du vecteur x. F est la somme de fonctions de classe C1. La fonction qui a x associe xi au carré. La projection au carré, c'est une fonction qui est de classe C1 sur RP. Donc, f est de classe C1 sur RP, puisque c'est la somme de fonctions de classe C1. Alors, on va calculer la différentielle de f au point A. Elle est de classe C1 sur RP, donc elle est différenciable sur RP. Et on voudrait justement savoir quelle est la différentielle de f en n'importe quel point A de RP. Donc, comme il s'agit d'une fonction à valeur dans R, la matrice jacobienne, ça va être une matrice ligne, n'est-ce pas? Une matrice à une ligne P colonne. Cette matrice-là, ça va être la dérivée partielle de f par rapport à x1, la dérivée partielle de f par rapport à x2, jusqu'à la dérivée partielle de f par rapport à xp. Toutes ces dérivées sont prises au point A, bien sûr. Donc, je fais le produit de cette matrice jacobienne avec le vecteur H, H étant un vecteur de RP dont les composantes sont appelées H1, H2, HP. Donc, je vais avoir la somme de dérivée partielle de f par rapport à xi au point A fois hi pour i qui varie de 1 à p. Or, quand je dérive partiellement f par rapport à xi, puisque f de x, c'est x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xp au carré. Je dérive partiellement par rapport à xi. Toutes les dérivées sont nulles, sauf quand je dérive xi au carré, ça va me donner 2 fois xi. Donc, au point A, ça va faire 2 fois ai. On est d'accord? Donc, finalement, la différentielle de f au point A, ça va être 2 fois A1 H1 plus A2 H2 plus jusqu'à AP HP. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème pour le calcul de la différentielle de f au point A, qui est donc valable, qui est donné pour n'importe quel vecteur A de RP, puisque f est différenciable sur RP entièrement. Bon, ce qui m'intéresse maintenant, beaucoup plus que ça, c'est la différentielle de la fonction g. C'est répondre à la question, est-ce que d'abord g est différenciable sur RP, g étant tout simplement la norme euclidienne. Est-ce que g est différenciable sur RP et si jamais elle est différenciable, quelle est l'expression de sa différentielle? Alors la fonction g, elle est définie sur RP à valeur dans n comme étant la racine, g de x, c'est la racine de la somme des xi au carré. Donc, g, c'est tout simplement la fonction composée de la racine carrée avec f, les racines rond f. Bon, je sais que la fonction racine carrée est continue sur R.
sur R+, pardon, sur R étoile plus, mais elle est dérivable sur, elle est continue sur R+, pardon, elle est dérivable sur R étoile plus. D'accord? Elle a un problème de dérivabilité en 0. Elle n'est pas dérivable en 0. Bon. Quand est-ce que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est nul? Parce que g de x, j'ai g de x qui vaut la racine carrée de la somme des xi au carré. Quand est-ce que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est nul? X égale à 0 de RP. Exactement. Donc, comme x est égal au 0 de RP, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est nul, parce qu'il s'agit d'une norme. Ce que j'ai à l'intérieur, c'est la norme au carré. Donc, la norme au carré est égale à 0 si et seulement si la norme est nulle. Donc, je sais que la norme est nulle si et seulement si x, c'est le 0 de RP. D'accord? Donc, le problème qui va se situer, ça va être à l'origine, au 0 de RP. Pour tout x appartenant à RP privé du 0 de RP, G admet des dérivées partielles qui seront tout simplement données par, donc si je dérive partiellement par rapport à xj, je vais me comporter comme si toutes les autres variables étaient fixes. Je dérive par rapport à xj toutes les autres variables, c'est-à-dire x1 au carré plus x2 au carré plus, j'ai à un certain moment un xj au carré plus xp au carré jusqu'à xp au carré. Tout ça en racine carrée. Alors, je dérive par rapport à xj, donc ça va faire 2 fois xj divisé par 2 fois la racine carrée. D'accord? Je suis en train de dériver la racine de u de x. J'ai utilisé la formule de la dérivée de la composée. Hein? Donc, ça va faire 2xj divisé par 2 fois la racine carrée. Je peux simplifier par 2. Et ce qui reste, c'est exactement xj divisé par la norme de x. D'accord? Donc, toutes les dérivées partielles de g à partir de là sont continues sur RP privé de 0, puisqu'elles sont données par l'expression xj sur la norme de x. Donc, A1, les dérivées partielles de g par rapport à ici, c'est les fonctions qui ont un vecteur x de RP privé de 0, c'est associé xj divisé par la norme de x. Donc, c'est l'application projection divisée par la norme de x. Bien sûr, la projection, elle est continue. Donc, la projection divisée par la norme de x, c'est aussi une fonction qui est continue sur RP privé de 0 de RP. Donc, comme toutes ces dérivées partielles sont continues sur RP privé de 0, donc G de classe C1 sur RP privé de 0. Donc, G différenciable sur RP privé de 0. Et en plus, comme je viens de calculer toutes ces dérivées partielles, je peux même donner l'expression de la différentielle de G au point A pour n'importe quel A qui est différent du 0 de RP. J'applique la définition de la différentielle. Toujours, j'ai une fonction qui est définie sur RP qui a une seule variable. Elle hérite la différentielle toujours le même espace de départ, le même espace d'arrivée que R. Donc, la différentielle de G au point A appliquée à H, c'est la somme des dérivées partielles de G par rapport à XI au point A fois HI. La somme pour I qui varie de 1 à P. J'ai écrit tout simplement ici que c'est le produit de la matrice jacobienne fois H. Alors, je remplace la dérivée partielle de G par rapport à XI au point A par son expression. On vient juste de voir que c'est AI, la composante IM de A, divisé par la norme de A. Dans cette somme-là, ce qui ne dépend pas de A, c'est la norme de A. Je pourrais mettre ça à l'extérieur de la somme. Et ce qui reste, c'est exactement A1, H1 plus A2, H2 jusqu'à AP, HP. Et ça, c'est exactement le produit scalaire de A et H.
Donc, la différentielle de G au point A appliquée à H, c'est 1 sur la norme de A fois A scalaire H. D'accord? Donc là, j'ai donné l'expression de la différentielle de G au point A pour n'importe quel point A qui est différent du 0 de RP. Pour n'importe quel vecteur de RP différent du 0 de RP. Alors, le problème de la continuité de la différenciabilité, maintenant, va se poser au point 0 de RP. Le problème de continuité, on a dit, ne se pose pas puisque G, c'est une norme, donc elle est continue en 0 de RP. Maintenant, au point 0 de RP, la première question qu'on va se poser, est-ce que G admet des dérivées partielles en 0 de RP? Alors pour ceci, il suffit juste de faire quoi? Il suffit juste de calculer la limite de G de T000 moins G de 0 de RP sur T. Savoir si G admet des dérivées partielles en 0 de RP ou pas. D'accord? Je suis juste en train de chercher si la fonction admet des dérivées partielles en 0,0 ou pas, comme on l'a déjà fait auparavant. Si jamais elle admet des dérivées partielles en 0,0,0, ça ne veut pas dire qu'elle est différenciable, mais ça va me donner une idée sur l'expression de la différentielle si jamais elle existe. Et si jamais G n'admet pas de dérivée partielle en 0,0, ça va me permettre de conclure et de dire, puisqu'elle n'admet pas des dérivées partielles, alors elle n'est pas différenciable. D'accord? Bon. Alors, pour la première dérivée partielle par rapport à la première variable, donc au point 0,0, je vais fixer toutes les variables. Je vais prendre juste la première variable qui vaut t, donc G de t 0,0,0 moins G de 0 de RP sur t. Alors, il se trouve que ça va donner la racine carrée, puisque je vais prendre la norme euclidienne de t au carré plus 0 plus 0 plus 0, donc ça va faire racine de t carré, moins G de 0 qui vaut 0 divisé par t. Alors, la racine de t au carré, c'est valeur absolue de t divisé par t. Je vais faire tendre t vers 0. Bien sûr, cette quantité-là n'admet pas de limite, parce qu'elle vaut tantôt plus 1 ou moins 1, donc plus ou moins 1. Donc, je vois tout de suite que cette quantité-là n'admet pas de limite quand t tend vers 0. Ça veut dire tout simplement que la dérivée partielle de G par rapport à la première variable x1 au point 0 de RP n'existe pas. Ce que j'ai fait ici pour la première variable est aussi valable pour toutes les autres variables, parce que ce qui va changer, c'est quoi? Qu'est-ce qui va changer si je veux calculer, si je veux savoir si la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable existe ou pas? Ce qui va changer, c'est juste la position de t. À ce moment-là, t sera mise en deuxième position. C'est-à-dire, je calcule G de 0, t, 0, 0, 0. Donc, ce qui change, c'est juste la position de t, mais ceci ne change en rien les calculs. Parce que la valeur que prend G en ce vecteur-là, ça va être toujours racine de t au carré. Et ça va faire toujours valeur absolue de t sur t qui n'admet pas de limite quand t tend vers 0. Donc, c'est exactement la même chose pour toutes les autres dérivées partielles. Donc, toutes les dérivées partielles en 0,0 n'existent pas. Ceci me permet d'affirmer que G n'est pas différenciable en 0,0. D'accord? Alors, je veux juste attirer votre attention sur le fait que si je travaille pour P est égal à 1, si je travaille pour une fonction f qui est définie sur R qui a valeur dans R, également pour la fonction G. Donc, si je prends P est égal à 1,
la fonction f va correspondre à quoi? Si je prends P est égal à 1, la norme euclidienne va correspondre à quoi? Vous m'écoutez? Oui. Oui. Donc, si je me place dans le cas où P est égal à 1, la fonction f, c'est la fonction qui a A associe quoi? Un carré. Exactement. Donc, pour P est égal à 1, je vais avoir juste la fonction qui a x associe x au carré. Et la fonction g, ça va être la fonction qui a x associe la valeur absolue de x, n'est-ce pas? Donc, la norme euclidienne, c'est tout simplement, dans R, ça va correspondre tout simplement à la valeur absolue de x. Donc, pour P est égal à 1, la fonction f, c'est la fonction qui a x associe x au carré, et la fonction g, c'est la fonction qui a x associe valeur absolue de x. On sait tous, bien sûr, que ces deux fonctions-là sont continues sur R, la fonction x au carré et la fonction valeur absolue de x. La fonction qui a x associe x au carré, c'est la parabole, n'est-ce pas? La fonction qui a x associe x au carré, c'est la parabole. Que pensez-vous de la dérivabilité de la parabole à l'origine? La fonction qui a x associe x au carré. Que pensez-vous de sa dérivabilité? Est-ce qu'elle est dérivable à l'origine? Je vous écoute. Oui. Oui, bien sûr, la fonction qui a x associe x carré, elle est de classe C infinie sur R. Elle est dérivable en 0 plus particulièrement. Et la fonction qui a x associe valeur absolue de x, c'est-à-dire la fonction g. Quand vous la tracez, vous voyez tout de suite que au point 0, qu'est-ce qu'elle a? La fonction qui a x associe valeur absolue de x. Point anguleux. Pardon? Point anguleux. Oui, c'est-à-dire que c'est une fonction qui est continue, mais elle n'est pas dérivable. D'accord? Donc, si vous regardez bien, donc si je me place dans le cas où P est égal à 1, la fonction qui a x associe x carré, c'est une fonction qui est continue dérivable sur R. Par contre, la fonction qui a x associe valeur absolue de x, c'est une fonction qui est continue sur R, mais qui est dérivable uniquement sur R étoile. Elle a un problème de dérivabilité à l'origine. Okay. Donc, cet exercice 2 qu'on vient juste de traiter là à l'instant, en fait, c'est une généralisation dans le cas général où j'ai une fonction qui est définie sur RP. Donc, quand je prends la norme euclidienne, la fonction qui a x associe la norme euclidienne au carré, elle est différenciable sur RP. Et quand je prends la fonction qui a x associe la norme de x tout court, elle est continue sur RP, mais elle est différenciable sur RP privée de l'origine. À l'origine, la fonction norme n'est pas différenciable. D'accord? Bon, alors on va passer au cours. Je vais juste prendre 5 minutes de repos. Et donc, pour la prochaine fois, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'exercice 3, vous le faites pour la semaine prochaine. Donc, on va garder l'exercice 3 pour la semaine prochaine. Il y a des calculs que vous devez absolument faire vous-même. OK? Donc, dans l'exercice 3, vous allez vous familiariser avec
le produit des matrices jacobiennes. Donc, vous allez appliquer la différentielle de la fonction composée et bien sûr la matrice jacobienne de la fonction composée. Donc, vous allez faire l'exercice 3 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait pour la semaine prochaine. Et vous allez aussi faire l'exercice 4. Donc, pour la semaine prochaine, pour ceux qui n'ont pas fait le 3, vous le faites et vous faites aussi l'exercice 4. Donc, on va corriger les exercices. Je commencerai la séance la semaine prochaine par la correction des exercices 3 et 4. Et l'exercice 6 également sera corrigé en cours la semaine prochaine. D'accord? Alors, on va prendre juste 2 minutes de repos et on continue avec le cours.